Bien, alors, je vais quand même essayer de commencer le cours. Il y a un technicien qui va venir, mais de commencer sans la projection. Mais j'ai besoin de la projection parce que je vais vous montrer un dispositif expérimental. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu nécessaire. Donc on était resté la semaine dernière sur cet article que j'avais simplement mentionné et qui porte sur une tâche de discrimination de couleur avec une comparaison entre un public russophone et un public anglophone. Alors, je vous rappelle que le point de départ de cette expérience, c'est l'idée qu'en russe, on a deux nuances de bleu, donc голубой pour parler d'un bleu clair et синий pour parler d'un bleu foncé, et donc que l'expérience vise à voir si cette différence dans les systèmes linguistiques conduit à une différence dans la perception. C'est-à-dire, est-ce qu'on perçoit les choses différemment quand on a des langues différentes? Alors l'expérience va montrer que c'est en partie le cas, et plus spécifiquement que les locuteurs du russe sont plus rapides pour discriminer les couleurs dans une certaine circonstance, et qu'en tout cas, grosso modo, mais je vous montrerai ça plus en détail, que les locuteurs anglophones, eux, ne font pas de différence, quelles que soient les situations de l'expérimentation. Alors, je vais essayer de vous schématiser, puisque je ne peux pas vous le montrer là sur l'écran, le dispositif expérimental. On a donc une tâche qui consiste à montrer trois carrés colorés. Alors, un carré test qui est là, et puis deux teintes de bleu ici. D'accord? Alors, mettons, j'appelle celui-là bleu 1 et celui-là bleu 2. Et donc, les personnes testées doivent dire aussi rapidement que possible si la teinte de bleu qui est identique à celle du modèle, en haut ici, c'est le bleu 1 ou le bleu 2. Donc vous avez mettons le bleu 0, hein, et soit il est égal à bleu 1, c'est le bleu 1 la bonne réponse, soit c'est le bleu 2 la bonne réponse. Bien. À partir de là, donc on utilise la distinction entre ces deux types de bleu qu'on a en russe, donc mettons le bleu clair et le bleu foncé. Ces deux teintes vont être utilisées, donc le bleu clair qu'on appelle голубой et le bleu foncé qu'on appelle синий. Et en fait, le principe de l'expérience va reposer sur le fait de voir si les gens réagissent différemment quand le bleu 1 et le bleu 2 ici appartiennent le bleu 1 au bleu clair, à la teinte de bleu clair nommée голубой en russe, le bleu 2 à la teinte de bleu foncé nommé синий en russe. Donc ça, c'est un premier dispositif expérimental. On va avoir les deux couleurs test ici, vont être un bleu голубой, mettons, et un bleu синий. D'accord? Et puis là, ça va être un des deux, soit le синий, soit le голубой. Mais on contraste ici deux teintes qui correspondent aux deux mots du russe. D'accord? Et puis, dans d'autres cas, on va avoir un bleu de type голубой de chaque côté, ou un bleu de type синий de chaque côté. D'accord? Donc, ça fait, mettons, vous voyez que on a du coup trois possibilités différentes. Soit les
les deux teintes contrastées, enfin les deux teintes testées, disons, appartiennent à chacune des deux catégories de bleu en russe, soit les deux teintes sont des teintes variables, différentes, mais qui appartiennent à la même catégorie. Ce sont deux bleus foncés ou deux bleus clairs un peu différents. D'accord ? Et alors, la prédiction, c'est que les russophones devraient avoir un temps de réaction différent dans cette situation-là que dans cette situation-là, tandis que les anglophones, qui n'ont pas ces deux mots pour ces deux teintes, vont traiter toutes les situations de la même façon. Il n'y aura pas de différence de temps de réaction selon qu'on est dans un Sini ou Golou. Ah, ça marche, super. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? En fait, c'est parce qu'il y a des gens qui font des branches les câbles derrière. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je vais me débrouiller à partir de là. Au revoir. Voilà. Donc, on a donc, vous voyez, plus concrètement ce dispositif. Donc, on a ici les trois carrés avec, vous voyez ici, la bonne réponse, c'est le carré de gauche, hein, et on utilise toutes sortes de teintes de bleu, mais il y a un certain nombre de teintes. Vous voyez, à partir de là, tous ces bleus-là sont plutôt Sini, et tous ces bleus-là sont plutôt Goluboy. Hein. Alors, vous relirez la diapositive précédente, j'ai déjà commenté, je n'insiste pas. Voici les résultats et un résumé des résultats. Alors, comment on peut lire, si vous voulez, le commentaire des résultats, puis après je vous expliquerai le graphique. Hein. Donc, les locuteurs du russe ont montré un avantage catégoriel lorsque ils sont testés sans interférence. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser que, en fait, ce test, il est fait dans trois conditions différentes. Soit une condition dite non interférente, donc pas d'interférence, c'est-à-dire qu'on leur fait juste tester les deux teintes de bleu et on leur demande rien d'autre. Il y a une autre condition dans laquelle ils font deux tâches en même temps, tester cette couleur bleue, et puis une autre tâche en même temps qui est spatiale, qui est non verbale. Et puis une troisième condition où on leur oblige à avoir une activité verbale, donc qui implique le langage, en même temps que cette tâche de discrimination. Donc ça, c'est utilisé pour voir, justement, vous allez voir l'intérêt de la chose, mais bon, il faut s'imaginer, je ne joue pas le détail du protocole expérimental, mais que les personnes, en même temps, ont des sollicitations spatiales différentes de simplement ce test sur les bleus, là, ou alors une sollicitation linguistique, langagière. Ils sont obligés d'utiliser leur capacité linguistique à autre chose en même temps qu'ils font ça. D'accord ? C'est ça les tâches d'interférence. Alors, donc, les locuteurs du russe ont montré un avantage catégoriel quand ils sont testés sans interférence, tandis que les locuteurs de l'anglais n'ont pas eu cet avantage catégoriel. Et cet avantage catégoriel va être éliminé quand il y a une interférence verbale. Je vais y venir après. Alors regardons d'abord les résultats sans interférence ou avec interférence spatiale. Ils sont tout à fait comparables. Donc, comment on lit ce schéma ici? Vous voyez, là, vous avez un temps une sorte de mesure du temps de réaction. Et alors, ce qu'ils appellent ici category advantage, c'est donc la différence entre le temps de réaction moyen pour les cas où on est à l'intérieur d'une même catégorie, c'est-à-dire où les deux teintes testées là sont toutes les deux soit Sini, soit Goluboy. Donc ça, c'est le within category trials. Et puis le cross category trial, c'est le cas où on a d'un côté un bleu Sini et de l'autre côté un bleu Goluboy. Donc, cette mesure-là qui est indiquée, c'est donc la différence entre le temps de réaction quand on est à l'intérieur d'une même catégorie et quand on est sur les deux catégories Sini-Goluboy. Donc, quand on est au-dessus de 0, donc oui, logiquement, si je suis au-dessus de la ligne de 0,
ça veut dire que le temps de réaction a été plus grand lorsque j'ai les deux catégories distinctes que lorsque j'ai deux bleus dans la même catégorie. Donc bon, ce qui, à la limite, pour comprendre l'objectif de cette expérience, peu importe le détail. Ce que vous voyez bien, c'est que quand vous avez les locuteurs du russe, vous avez des temps de réaction qui sont complètement différents des locuteurs de l'anglais. Le temps de réaction est plus long parce que il faut qu'ils choisissent entre les deux catégories. Bien. Alors, l'autre point, donc, ça c'est le premier point, c'est que les russophones, pour le dire de la manière la plus simple, les russophones réagissent différemment à cette expérience que les anglophones. Donc là, déjà, ça signifie que la différence linguistique a un impact sur la perception. Parce que là, c'est une tâche perceptive. La tâche, c'est une tâche purement perceptive. Dire quelle couleur est la plus proche que l'autre, c'est une tâche purement perceptive. Donc, ça signifie que votre langue influence votre perception. Sauf que, on voit que cet avantage, il est perdu lorsqu'on a une interférence verbale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque les capacités linguistiques sont utilisées par autre chose, sont en quelque sorte détournées, eh bien, la différence n'existe plus. C'est-à-dire, cet impact de la langue sur la perception disparaît lorsque les sujets sont occupés simultanément à une autre tâche linguistique. Ce qui signifie que cette différence de perception, cet impact, donc, comme je disais, de la langue sur la perception, il existe, mais seulement, les auteurs disent online, lorsque les capacités, lorsque les processus linguistiques sont entièrement mobilisés pour la tâche. Mais offline, la différence n'existe plus. On le voit aussi dans cette diapositive-là, qui a été classée différemment, puisque là, il faisait une différence entre les couleurs proches et les couleurs lointaines, et on voyait que la différence de comportement entre les locuteurs du russe et les locuteurs de l'anglais était surtout visible lorsqu'on a affaire à des couleurs proches. Parce que forcément, si on a affaire à des couleurs proches et que dans une langue, j'ai deux mots pour distinguer deux choses qui ont l'air proches, eh bien, ça crée forcément une différence. Donc, les conclusions de cette étude sont les suivantes. Donc, le cas du bleu russe, je commente un peu la citation là où je traduis, suggère que la distinction catégorielle obligatoire faite obligatoirement dans une langue résulte a pour conséquence des distorsions, des différences dans des tâches perceptives. Les locuteurs de l'anglais, bien sûr, peuvent diviser les bleus, les stimuli de bleu, entre bleu clair et bleu foncé. La question n'est pas de dire que si en anglais il n'y a pas un mot pour dire bleu clair, un mot différent pour dire bleu foncé, c'est qu'on ne voit pas la différence entre le bleu clair et le bleu foncé. Bien sûr, on la voit. Mais ce qui est intéressant, vous voyez ce que disent les auteurs, c'est que la différence critique dans ce cas, ça n'est pas que les locuteurs de l'anglais ne peuvent pas distinguer quelque chose, mais que les locuteurs du russe
ne peuvent pas ne pas voir la différence. C'est là qu'il y a une différence. C'est dans le fait que votre langue vous conduit à percevoir une différence obligatoirement. Mais avec cette nuance que cette différence-là ne fonctionne que si on est dans une perspective online sur les capacités, disons dans l'usage, dans les processus linguistiques. Hein, si les processus linguistiques sont online, s'ils ne sont pas détournés par une autre activité. Bien, alors, une des deux conclusions, hein, c'est que il suggère, puisque je vous avais parlé de cette perspective Sapir-Whorf, de l'hypothèse Sapir-Whorf, donc une vision un petit peu différente de cette hypothèse Sapir-Whorf serait de se demander jusqu'à quel point les processus linguistiques sont impliqués lorsque les gens sont engagés dans des tâches qui sont apparemment pas du tout linguistiques. Donc, évidemment, ça n'est plus du tout cette perception naïve de dire notre langue globalement conditionne notre vision du monde. Ici, c'est l'idée disons, c'est une façon de dire la même chose, mais de manière beaucoup plus précise, et de dire dans quelle mesure ma langue influence mes processus perceptifs. Donc, ma langue influence des processus qui ne sont pas là simplement cognitifs au sens de construction, de représentation, etc., mais des choses très, au fond, corporelles. Hein, c'est-à-dire, là, on est du côté de l'incarnation, quand même. D'accord ? Puisque là, j'ai une conséquence sur les processus perceptifs de l'organisation du vocabulaire des couleurs. Hein. Donc, cette conséquence du point de vue perceptif, elle consiste, on l'a vu, non pas dans une possibilité de discrimination qui serait impossible si on n'a pas cette distinction de couleurs, mais plutôt dans le fait qu'il y a une distinction qui devient perceptuellement saillante, la distinction des deux bleus, est perceptivement obligatoire, en quelque sorte, en raison donc de l'existence de ce vocabulaire dans la langue. Mais, comme on l'a dit, ça ne marche que si les capacités linguistiques sont online, enfin si les processus linguistiques sont online. Et puis donc, voilà, c'est la même idée reformulée différemment. Nos résultats suggèrent que les représentations linguistiques sont un peu mélangées d'une manière tout à fait normale avec des tâches très simples, perceptuelles. Bon, donc, ça n'est pas qu'une question de vision du monde, etc. Hein. Il y a aussi cette dimension purement perceptive. Alors, ce qu'on peut dire comme bilan à partir de toute cette réflexion sur la question de la catégorisation des couleurs, c'est que c'est un problème intéressant parce qu'il fournit un exemplaire de cette situation dans laquelle on a une discontinuité qui est dans l'expérience mais qui n'est pas dans le monde, hein, puisque la discontinuité des couleurs, elle est dans l'expérience humaine du monde, mais elle n'est pas dans le monde externe. Ce que nous montrent les études que nous avons examinées la semaine dernière et aujourd'hui, c'est que, d'une part, les paramètres linguistiques, donc les couleurs qui existent dans les langues, ne sont pas tout à fait arbitraires, mais ils sont quand même conditionnés par des propriétés cognitives, corporelles, hein, par le système de la perception visuelle. Notamment, certains échantillons de couleurs, on l'a vu, sont de meilleurs représentants de la catégorie, hein, c'était les couleurs focales,
qu'on a vus, hein, qui sont donc des prototypes de couleurs. Ce que le sujet perçoit dépend donc de son appareil cognitif sensoriel, mais aussi quand même des propriétés du monde externe. Donc, d'une certaine façon, les catégories linguistiques de la couleur reflètent, les catégorisations linguistiques de la couleur reflètent des propriétés générales de notre système cognitif. Mais par ailleurs, elles ont aussi, comme on vient de le voir, un impact sur les processus perceptifs. Si je dispose de 2 termes pour le bleu, comme en russe, je discrimine plus aisément, voire obligatoirement, ces catégories, à condition que j'active mes compétences linguistiques. C'est-à-dire, c'est ce que les auteurs nommaient online tout à l'heure. Et puis, bon, les points qui restent obscurs, hein, qui correspondent à d'autres études qui sont toujours en cours, c'est le rôle des habitudes culturelles relativement aux couleurs, l'impact éventuellement du symbolisme des couleurs. Bon, il y a toutes sortes d'autres choses encore à étudier au sujet des couleurs, mais vous voyez que ça a été un sujet quand même important dans l'histoire des linguistiques cognitives, et puis c'est un sujet extrêmement intéressant pour comparer les langues, comparer les capacités cognitives des locuteurs des différentes langues. Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de la question de la catégorisation d'une manière plus générale. Bon, malheureusement, je vais être obligé d'en dire quelque chose juste pendant 5 minutes, parce que je dois aller à une autre réunion, mais on va quand même introduire le sujet, et je le traiterai plus complètement la semaine prochaine. Alors ça, c'est une étude classique de William Leiboff, qui porte sur la catégorisation de contenants. Hein, est-ce que tous ces objets, est-ce qu'on parle de verre, de tasse, de bol, de choses comme ça. Et une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée, où passe la frontière entre la tasse et le bol, hein, à quel moment à partir de quel diamètre, disons, une tasse devient un bol, hein, c'est encore une fois un exemple de cette idée que c'est l'expérience humaine qui construit la discontinuité. Parce qu'au fond, il doit y avoir sans doute des cas où on ne sait pas bien quand on est dans la situation intermédiaire. Alors bon, Leiboff a fait cette étude. Il a montré des tasses ou des bols, enfin des contenants de différents diamètres à des personnes. Et puis il a remarqué que, vous voyez que la dénomination tasse est utilisée pour le plus petit diamètre, pour la 2e taille de diamètre et jusqu'à la 3e. Hein, mais à partir de la 4e, on commence à parler beaucoup plus de bol que de tasse. Et puis au-delà, eh bien, c'est le terme de bol qui domine. D'accord ? Donc, il y a bien une sorte de continuité et une taille à partir de laquelle on va parler plutôt de bol que de tasse. Alors, d'une manière plus précise, l'étude montre que les résultats sont différents si on met un contexte, c'est-à-dire si on ajoute de la nourriture dans les récipients. Alors là, évidemment, si on ajoute de la nourriture, la catégorisation bol intervient beaucoup plus tôt, en fait. Parce que, intuitivement, on ne met pas de nourriture dans les tasses. Donc, vous voyez que quand on a un contexte avec de la nourriture, eh bien, la dénomination bol apparaît beaucoup plus tôt. Bien. Alors, ce type de problème, évidemment, ça a l'air simple. On pourrait dire, il suffit de regarder dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une tasse? Qu'est-ce que c'est qu'un bol? Bon, alors, dans le dictionnaire, vous obtenez des définitions de ce genre-là. Une tasse, c'est un petit récipient. Alors oui, mais petit, jusqu'à quel degré c'est petit, hein? À anse ou à oreille. Alors ça, apparemment, il y a l'obligation d'avoir ça, mais pas toujours en réalité. Il y a bien des espèces de tasses qui n'ont pas ces anses, hein, dont on se sert pour absorber une boisson. Alors ça, c'est vrai qu'on a vu que ça fait quand même une différence. Tandis que le bol, voilà, ça sert à prendre certaines boissons. Bon, j'ai pas donné toute la définition, mais voyez que la seule différence, c'est que ici, on a la caractérisation petit pour tasse, et puis on a cette idée qu'il y a des anses ou des oreilles. Bon.
Mais vous voyez que la définition du dictionnaire ne nous aide pas du tout, elle n'est pas du tout assez caractéristique pour construire la catégorie. Alors quand vous regardez un peu de plus près, et j'ai pris là une enseigne célèbre, regardez un petit peu comment sont présentés les bols et les tasses. Alors, un problème auquel Leibov n'avait pas pensé, c'est qu'il y a le même problème avec les assiettes en fait, parce que plus l'assiette est courbée, plus elle devient, vous voyez, il a une sorte de continuité où on passe de l'assiette plate à l'assiette creuse, avec une continuité jusqu'au bol. Et on peut imaginer toutes sortes d'intermédiaires à la limite. D'accord ? Alors pour les tasses, bien, alors qu'est-ce qu'on voit ? Le problème c'est que dans ce site, on ne parle pas de tasses, on parle de mugs. Alors déjà, ça ajoute une complication supplémentaire, et en fait, à la variation de diamètre, en fait, il faut ajouter une variation de la hauteur. C'est ça qui va faire la différence avec le mug. Et quand vous regardez, vous voyez des trucs très bizarres sur le site de cette enseigne. C'est-à-dire que là, vous voyez un mug ici, et là, c'est une tasse. C'est très étrange, parce qu'on a l'impression que le mug, là, il est plus petit que la tasse. Mais en réalité, enfin là, le site est assez mal fait, parce que quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte que la tasse a évidemment des dimensions plus petites, alors pas tellement la hauteur, un tout petit peu, mais surtout la capacité, 8 centilitres, alors que ce qui est nommé mug ici a évidemment une capacité beaucoup plus grande. Bon, alors on pourrait multiplier les exemples, mais vous voyez bien que ces problèmes de catégorisation, ne serait-ce que pour faire du commerce, les vendeurs ont besoin, enfin je veux dire aujourd'hui où une bonne partie du commerce se fait via Internet, via des sites Internet, mais les concepteurs de ces sites ont besoin de systèmes de catégorisation extrêmement sophistiqués et efficaces, sinon on ne trouve pas ce qu'on veut. Bon. Mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors c'est pour cette raison que la plupart du temps, dans les bons sites, vous avez plusieurs types de catégorisation. Des catégorisations ici, vous voyez, par fonction, donc des choses pour s'asseoir, des choses pour ranger, etc. Et puis des catégorisations par pièce. Et par exemple, si je cherche, je ne sais pas moi, un tapis de salle de bain, alors je vais peut-être trouver ça dans la pièce salle de bain ici, qui est là. Bon, est-ce que je trouve ça Oui, tapis de bain, vous voyez, je le trouve ici, tapis de bain. Mais est-ce que je l'aurais trouvé si je classe par fonction apparemment non. Ici, si je regarde ça, à partir de cette classification-là, je ne peux pas trouver mon tapis de bain. Bref. Donc, la question générale de la catégorisation est à nouveau un problème de savoir comment je construis une discontinuité à partir d'une continuité. Alors on verra la semaine prochaine, parce que malheureusement je dois m'arrêter ici, comment techniquement, en linguistique en tout cas, on décrit ces processus de catégorisation. On verra deux modèles, un modèle qu'on appelle le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, et puis un modèle qu'on appelle la sémantique du prototype. Voilà, désolé pour cette séance encore une fois un petit peu raccourcie, j'espère que tout se passera mieux la semaine prochaine. Merci de votre attention.